vous avez dit qu'on verrait le secteur civil, par complémentarité, par miroir en fait, hein. On a le monde civil et on a le monde militaire. Là, je vais vous parler un petit peu du monde militaire, du renseignement et pour ce faire, je vais me baser sur un document de 500 pages, qui s'appelle «Contre-terrorisme et intelligence en open source» et on va voir un petit peu, la pensée militaire, du renseignement quand ça concerne, bien sûr, des problématiques de terrorisme. Donc, brève introduction. Donc, le terrorisme, comme on le sait tous, c'est une menace sérieuse pour la paix internationale et la sécurité des nations. Depuis le 11 septembre 2001, on sait malheureusement que des opérations de grande envergure peuvent être menées sur n'importe quel endroit du globe et qu'aucune nation peut considérer, avoir une sorte d'immunité face au danger du terrorisme. Et aucune nation ne peut se désolidariser, des efforts conjoints multilatéraux de combattre le terrorisme. On l'a vu avec Bush qui nous disait l'axe du bien contre l'axe du mal. Il y aura une seconde vidéo où j'aborderai tout l'aspect critique de tout ça. Mais là, on va essayer de rentrer dans la peau, à la fois d'un terroriste, parce qu'il faut connaître son ennemi. C'est la première règle que nous dicte il y a 3000 ans Sun Tzu dans l'art de la guerre. Le premier truc qu'il nous apprend, c'est: connais ton ennemi. Know your enemy. Il faut pouvoir rentrer dans la tête d'un hacker, il faut rentrer dans la tête d'un terroriste pour pouvoir comprendre ses motivations et ses futures actions. Il va falloir également comprendre comment opèrent les agents, des forces de l'ordre et du renseignement, qui sont confrontés au quotidien à prouver, intégrer, raffiner, comprendre l'information pour créer du sens et avoir des pièces du puzzle. Il faut avoir, comme on dit en anglais, la big picture, donc une vision globale des choses. Mais pour ça, il faut faire du recueil d'informations, les vérifier et s'assurer de la pertinence des informations qu'on va collecter et ensuite, les trier, les analyser, les classifier à partir de nombreuses sources. Donc, par distinguo, il y a les sources ouvertes et il y a les sources closes. Comme je vous ai dit, sources ouvertes, vous avez vu peut-être ma vidéo d'introduction, c'est tout ce qui est dans le domaine public. Tout ce qui est en source fermée, par opposition, c'est tout ce que vous trouverez qui malheureusement appartient au domaine privé. Donc, pour avoir ces informations dans le secteur privé, les informations, qui sont pas donc en open source, mais qui sont en closed source, en source fermée, généralement, c'est via, comment dire? Une, taupe qui va pouvoir exfiltrer des informations pour le compte de certains services de renseignement et pouvoir, récupérer des informations pertinentes sur son adversaire pour mieux le comprendre et savoir ce qu'il fera dans un proche avenir. Tout ça, c'est grâce à l'espionnage, au renseignement humain, via des agents traitants, ce qu'on appelle le HUMINT, donc le Human Intelligence. On va faire de l'intelligence du renseignement humain et on passe par ce qu'on appelle des techniques de mice. Mice, souris en anglais. M, money, argent. On sait que la plupart des gens sont corruptibles grâce au pouvoir de l'argent. Ça sera leur seule finalité. I, c'est l'idéologie. L'idéologie, parfois, par opposition à certaines personnes qui travaillent uniquement pour l'argent, à l'inverse, d'autres personnes travailleront par idéologie, parce qu'ils ont des idéaux, ils veulent mener parfois une guerre. On peut le voir avec le djihad. Ce sont des groupes fondamentalistes. L'émergence des sociétés occidentales, en fait, est en train de détruire notamment le monde arabe. Et donc, il faut revenir à quelque chose plus rigoriste, à une interprétation de l'islam qui est à la fois rétrograde quand on voit le traitement des femmes et certaines visions des choses, et à la fois moderne, puisque ça s'intègre dans une société moderne avec des moyens, des composantes, des technologies qui sont aussi modernes. C'est comme ça qu'on a vu la transition du terrorisme et qui est de plus en plus sophistiquée.
et qui, se servent maintenant de cyberarmes pour pouvoir, comment dire? Appuyer sa pensée, en anglais. Mouse, mice. Je vous ai dit, ce qui peut faire et défaire un homme, c'est l'arme. Je vous ai dit, qu'est-ce qui peut structurer la pensée de quelqu'un et lui faire agir par conviction? C'est ce qu'on appelle l'idéologie en anglais. C'est c'est la coercition. Via des moyens coercitifs, on va pouvoir influencer notre source, la manipuler. On va pouvoir forcer un adversaire à faire des choses qu'il n'aurait jamais fait. On peut, par exemple, le compromettre. On peut lui mettre de la drogue dans son appartement. On peut lui mettre des armes. On peut euh, le filmer quand il va avoir des femmes de petite vertu ou des hirondelles, comme on dit dans le métier, qu'on lui aura mis dans les pattes. Et une fois qu'il est dans la place avec la belle, en train de faire ses affaires, on va le filmer et lui promettre d'envoyer toutes les preuves à sa femme si jamais il ne fait pas ce qu'on lui dit. Ça, ce sont tous les moyens coercitifs, la coercition. Et enfin, la dernière composante pour manipuler un adversaire ou une source dans le renseignement, c'est l'ego. L'ego. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui nous domine. Nous sommes tous dominés par notre ego. C'est ce qui nous perd. On pense avoir une haute estime de soi-même, que ça soit en termes affectifs, en termes professionnels, relationnels. Et très souvent, les gens qui ont beaucoup d'ego seront les plus influençables, puisqu'on pourra utiliser des leviers psychologiques pour les manipuler, tout simplement. Donc, ces 4 composantes, l'argent, l'idéologie, la coercition, l'ego, ça permet de manipuler un individu. Et c'est ce qu'on apprend dans le renseignement. Donc, les informations sources ouvertes, on voit qu'elles sont de plus en plus importantes pour appuyer toutes les tâches du renseignement. En effet, la faculté, à la fois pour un seul individu sur Internet ou pour des agences de renseignement, de faire du recueil d'informations à un très haut niveau et en très grosse quantité, c'est ce qu'on appelle le big data, mais qui peut aussi également poser des problèmes d'incohérence de sources. Il va falloir, comme en journalisme, toujours vérifier ses sources, les recouper, et il faut généralement qu'il y ait plusieurs sources qui attestent d'un certain événement ou de certaines choses pour pouvoir corréler les informations et s'assurer de la pertinence, de la viabilité, de la fraîcheur des informations qu'on pourra traiter. Donc tout ça, c'est le boulot dans le renseignement des analystes de renseignement. Ils font que ça. Soit ils traitent les sources, dans ce cas-là, ce sont des officiers traitants, soit ils font du recueil d'informations et, comme je vous l'ai dit, ils raffinent l'information, ils filtrent pour extraire la quintessence. On part, comme je vous ai dit toujours, d'une pyramide inversée. On a énormément de sources qui nous relatent énormément de faits. Maintenant, il va falloir filtrer, trier, comprendre, analyser toutes ces informations et les trier en fonction de leur pertinence. En effet, la partie opposante, attaquante, nos adversaires peuvent faire de la désinformation, peuvent faire également des techniques de contre-intelligence pour intoxiquer la partie adverse. Et donc, c'est ce qu'on appelle notamment des missiles journalistiques ou des missiles informationnels. C'est-à-dire qu'on va distiller dans la presse ou via des leaks des informations qui seront en fait créées de toutes pièces pour intoxiquer la partie adverse. Et si jamais malheureusement les analystes font l'erreur de comprendre et de croire que ces informations sont pertinentes, alors qu'elles ont été créées de toutes pièces, eh ben, dans ce cas-là, la partie adverse aura intoxiqué. On parle d'intoxication puisque ça sera pas des sources, des informations qui sont fiables. Et donc, on va dérouter nos adversaires. On va faire ce qu'on appelle la G4G, qui a été instituée
par l'académie de West Point, donc qui est une grande académie américaine, et c'est la G4G. La G4G, c'est sur Internet des jeux vidéo, un- une grosse compétition, mais la vraie G4G dans le secteur militaire, on parle de guerre de quatrième génération, c'est la guerre de l'information. En effet, savoir, c'est pouvoir. Pouvoir comprendre, pouvoir agir. Donc le savoir est une arme bien plus puissante qu'aucune autre arme. C'est pour ça qu'on voit l'émergence de technologies dérivées des internets qui permettent d'intoxiquer, qui permettent de faire de la fake news à une échelle jamais atteinte. On connaît certains pays qui le font, mais après, dans les faits, si on connaît un petit peu le monde du renseignement, tout le monde fait ça. On fait tous de la propagande de guerre. Et c'est de bonne loi, c'est pour défendre nos intérêts. Dans le renseignement, vous n'avez pas d'ennemis, vous n'avez pas d'adversaires. Vous n'avez que, comment pourrais-je dire, des partenaires. C'est ce qu'on dirait. Après, dans les faits, vous savez très bien que certains États-nations s'opposent, à la fois via une guerre économique et vers une guerre aussi informationnelle. Et notamment sous-jacent là-dessus, parce que malheureusement, c'est invisible pour le commun des mortels. euh, la guerre économique, elle peut se voir ou ne pas se voir. Et c'est pareil, les cyberattaques peuvent se voir si on en parle ou rester justement non exposés à un public qui n'est non averti. Donc toutes ces informations, malheureusement, elles augmentent de façon exponentielle. On pourrait faire l'analogie avec la loi de Moore qui dit que, grosso modo, nos systèmes d'information, nos processeurs, notre capacité de traiter l'information au niveau informatique décuple d'année en année et on voit que c'est toujours le cas en termes de puissance de calcul, de gigaflop. Maintenant, on parle de teraflop et dans les gros data centers, on parle bientôt en zetaflop. Donc, bientôt, en plus, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, ça va permettre une révolution en termes de cryptographie, à la fois permettre des systèmes de sécurité inviolables basés sur la mécanique quantique, mais aussi, malheureusement, avec cette puissance de calcul décuplée, ça va permettre de casser tous les chiffrements les plus compliqués, les plus costauds, les plus robustes que nous utilisons pour faire fonctionner Internet. C'est aussi simple que ça. Donc, on a deux adversaires. C'est à la fois la quantité d'informations de plus en plus conséquente qu'il va falloir stocker, trier, archiver, analyser, filtrer, trier, raffiner et en extraire la quintessence. Excusez-moi si je me répète. Et à la fois aussi la puissance de calcul qui permet à un individu lambda, à quelques individus, quelques groupes de hackers, de faire un maximum de bordel. Et si on transforme ça cyberterrorisme, que maintenant vous savez que malheureusement, vous pourrez faire plus de dégâts derrière votre ordinateur, derrière un clavier AZERTY, que avec une Kalachnikov ou un lance-roquette RPG-9, eh ben, ça fait peur. Et donc, il faut se préparer à la menace. Et ce qu'ont toujours fait les services de renseignement, c'est de prédire l'avenir. Il faut pouvoir prédire ce qui va passer, mais pas à court terme, ni à moyen terme. Il faut voir sur le long terme. Là, on parle sur des périodes d'un siècle en termes d'armement. Je peux vous citer la DARPA, qui est la plus haute instance du Pentagone, qui travaille sur des armes qui ont un siècle d'avance. Tous les avions furtifs qui sortent de l'usine de Lockheed Martin, Skunk Works, le F-117, le SR-71, tous ces avions qu'on prenait pour des soucoupes volantes, c'était des ovnis dans les années 70. Finalement, maintenant on le sait, à moins que vous croyiez aux aliens, vous avez le droit, c'est votre choix, on est en démocratie. On sait que c'était des projets top secrets de l'armée américaine, de l'US Air Force, la USAF. OK? Donc, toujours avoir une longueur d'avance. On voit les robots de combat de Boston Dynamics qu'on fait passer pour des gentils jouets alors qu'on sait qu'on va en faire des robots tueurs. Parallèlement, la Chine, l'Iran, la Russie travaillent également sur des robots de combat, sur des drones de combat, couplés à l'intelligence artificielle. Donc, on prépare le futur
terrain de guerre, le battlefield. Eh bien, il y a plus de composantes. Donc on dit, qu'il faut toujours avoir une composante, garder le contrôle et avoir, la supériorité sur son ennemi. À l'époque de Napoléon, on essayait de placer, heu, les fusiliers, les mousquetiers, tous les canons en hauteur, puisque celui qui a de la hauteur a un maximum d'informations sur son adversaire. En effet, en termes balistiques, plus vous prenez de hauteur, plus vous pourrez toucher votre ennemi à distance. Et on voit que ça a commencé sur la terre, ensuite on s'est battu sur les mers, on s'est battu dans les airs, on s'est battu dans l'espace. Et la dernière composante, on parle de 5D. Pourquoi? Parce que la cinquième composante, c'est le cyberespace. Le cyberespace, dans un avenir proche, va fusionner avec les 4 autres composantes. La terre, la mer, même j'ai envie de dire sous-marin, sous l'eau, sous les océans. Vous connaissez les sous-marins, soit les SNA de combat, soit les SNN, qui permettent de lancer des ogives, des missiles balistiques nucléaires intercontinentaux. On peut parler de l'air, bien sûr, tous les avions, les bombardiers, les drones, qu'ils soient furtifs ou pas. Donc première, deuxième, troisième, quatrième génération. Et maintenant, on parle de quatrième génération plus, cinquième génération, sixième génération. C'est tout ce qui est furtif, à la fois en termes d'infrarouge, à la fois en termes de SAR. La SAR, c'est la section de radar active. Grâce au SAR, on peut calculer, grosso modo, la réflectivité au radar d'un matériel de guerre, que ça soit un bateau, que ça soit un char, que ça soit un avion dans les airs. Donc tout ça, c'est des composantes à prendre en compte. Et comme je vous disais, malheureusement, le nouveau champ de bataille, c'est Internet. À la fois pour la guerre de l'information, le contrôle de l'information, la maîtrise du cyberespace et également savoir filtrer, trier toutes les informations, puisque l'humanité crée des gigaoctets, des pétaoctets, des zétaoctets de données tous les jours qu'il va falloir filtrer quand on fait partie de cellules, par exemple, de contre-terrorisme. Et donc, pour pouvoir traiter ce flot d'informations de plus en plus important, il faut naturellement des outils de collecte d'informations, de recueil d'informations, de captation d'informations qui soient de plus en plus importants. Et il faut aussi une puissance de calcul, sans oublier aussi le HUMINT, la partie intelligence humaine, puisque malheureusement, il y a quelques années, la plupart des services de renseignement ont délaissé les ressources humaines, ce qu'on appelle le HUMINT, au profit du SIGINT ou de l'ELINT. L'ELINT, c'est l'espionnage électronique. Le SIGINT, c'est le signal intelligence. C'est la captation de tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire via des radars ou des comment dire, d'énormes antennes, on va capter l'ensemble du spectre électromagnétique visible et invisible, parce qu'on parle aussi d'infrarouge, euh, et on va trier ces informations, les hiérarchiser en fonction du niveau de menace. Donc, on a énormément de recherches, puisque le terrorisme s'accroît. Également, les chercheurs essayent de trouver des moyens de contrer ce modèle terroriste qui est à tous les niveaux. Donc que ça soit dans la vie réelle, on a eu des attentats, des vagues d'attentats, ou le terrorisme informationnel. Comme je vous disais, on peut intoxiquer la partie adverse, on peut faire de la propagande. On l'a vu pendant des années. Maintenant, vous connaissez Daesh, vous savez que grâce à Internet, ils véhiculent leur système de pensée, leur schéma de pensée, leur doxa, leur comment dire, leur philosophie, si vous me permettez, grâce à Internet. Et donc, il faut trouver des moyens de contrer tout ça. Et également, on va essayer de développer des nouvelles techniques pour collecter, pour filtrer, pour traiter, pour sauvegarder, enregistrer, faire du data mining. Donc,
vraiment aller chercher au plus profond des données, comprendre la structure, les relations, analyser, interpréter, visualiser toutes ces informations qui traitent le terrorisme. Et bien sûr, le but, c'est de développer toujours des outils qui vont pouvoir aider les forces de l'ordre et les agents du renseignement dans cette lutte contre le terrorisme, en automatisant des tâches qui sont à la fois critiques et qui sont chronophages, qui demandent beaucoup de temps et malheureusement, le temps, c'est de l'argent et dans le renseignement, le temps, on ne peut pas se l'octroyer. Il faut le prendre. Il faut être le plus efficace parce que si vous perdez du temps sur votre ennemi, eh ben, c'est là qu'il vous baise et on l'a vu, le meilleur exemple, bah, c'est le 11 septembre. Tous ces gens-là, ou les attentats de Paris, ou les attentats en Europe, tous ces gens-là faisaient étaient dans les petits papiers du renseignement, mais comme il y a eu une mauvaise, cohabitation, et malheureusement l'information n'est pas passée entre les différents services, notamment les services de renseignement américains et le FBI, si on doit parler du 11 septembre, on a vu comment des gars pouvaient détourner des avions et les foutre dans des tours. Donc le but, c'est d'optimiser le traitement de l'information. Maintenant, si vous n'êtes pas trop naïf, vous savez que de toute façon, nous sommes tous sur écoute. C'est ce qu'on appelle la surveillance de masse et je pense que Snowden vous a donné des exemples concrets comment ça fonctionne. Alors bien sûr, en tant que citoyen, vous allez vous dire: «Ouais, moi j'ai rien à cacher». Le problème, c'est qu'on a tous des choses à cacher et le problème de l'intelligence, et des services de renseignement, c'est qu'ils opèrent dans une zone grise, en fait, qui parfois n'est pas délimitée par des lois. C'est pour ça qu'on a légiféré récemment, parce qu'il fallait s'encadrer d'un cadre légal et on a eu bah, les lois de promulgation militaire 1, 2, 3, 4 et j'en passais les meilleurs pour encadrer un peu tout ça. Donc le but, c'est de s'assurer de la validité de nos approches, de nos visions des choses. Comme je vous disais, il faut se baser sur les faits, uniquement sur les faits, sur les preuves. C'est ça qui nous intéresse et c'est ça qui nous permet d'identifier et de prévoir euh, une longueur d'avance sur notre adversaire, ce qu'il va faire. Donc on va voir essentiellement plusieurs techniques et concepts. Tout d'abord, il va falloir modéliser, voir tous les groupes terroristes qui sont présents à l'échelle globale. Et on voit souvent que ce sont des groupes transnationaux. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement un groupe terroriste d'un pays, parfois, comme l'État islamiste, ISIS, c'est plusieurs pays, même plusieurs petits bouts de pays qui vont être contrôlés par des groupes terroristes. Nous, actuellement, au Mali, c'est ce qui se passe avec les forces françaises qui sont déployées. Il va falloir exactement aussi comprendre, heu et analyser, affiner nos techniques d'intelligence. Comme je vous disais toujours, découvrir, raffiner l'information et savoir, comprendre. Savoir, c'est pouvoir. Tout ça, le but, c'est d'interdire tout ce qui est complot ou acte terroriste. C'est-à-dire quand il vaut mieux comprendre, prévenir pour guérir, qu'attendre que les faits soient déroulés pour pouvoir pallier à tout ça. Donc il faut tout le temps avoir une longueur d'avance sur votre adversaire. On en revient à Sun Tzu, connais ton ennemi. Mange comme lui, vis comme lui, bouffe comme lui, bois comme lui, baise comme lui. OK? Ensuite, on doit comprendre comment sont agrégés ces différents groupes terroristes. C'est ce qu'on appelle la topologie. Et par analogie, je parlerai de topologie réseau. C'est exactement ça. On a des réseaux, ce qu'on appelle des splinter cells, des cellules dormantes, donc qui peuvent être activées à tout moment, que ça soit dans nos services de renseignement. Le meilleur exemple, bah, c'était les Stay Behind pendant la guerre froide, le réseau Gladio, qui était des agents des services secrets occidentaux qui étaient activés à tout moment si jamais le rideau de fer se baissait, si vous me permettez l'expression, et l'URSS, l'Union soviétique, décidait d'envahir l'Europe. Il y avait des agents dormants
qui étaient spécialisés dans le maniement des armes, dans la subversion, dans le sabotage, dans l'assassinat, et qui se faisaient passer pour des professeurs, pour des pompiers, pour des policiers, peu importe. Ils travaillaient sous couverture, ils avaient 2 vies, la vie publique que tout le monde connaissait et la vie privée. Et là, c'était l'intelligence. Ils travaillaient pour le renseignement, c'était des agents, du renseignement militaire et aussi des agents formés aux actions, de guérilla, de contre-guérilla, de sabotage et de désinformation. Donc c'est pareil, faut pas se voiler la face malheureusement. Les cellules terroristes apprennent énormément et on voit que depuis quasiment 50 ans, elles se s'améliorent au niveau de leur technique et au niveau de leur communication, puisqu'elles se savent espionner. En parallèle, plus les moyens de communication, d'exfiltration de données, d'espionnage technique via le SIGINT, via l'ELINT, s'opèrent, plus la partie adverse s'adapte aux techniques, forcément, pour ne pas être contrée, ce qui est logique. Ensuite, il va falloir comprendre le data mining. En effet, on sait que les réseaux sociaux, les GAFAM, utilisent le data mining, les plus grosses entreprises, pour essayer de faire du neuromarketing, pour rentrer dans la tête des consommateurs et leur vendre de la merde. Et ben, c'est pareil. Dans le renseignement, il faut comprendre son ennemi, et ça passe par le traitement de l'information. Comprendre comment se structure le crime et l'analyser. Ensuite, ça passe par une partie aussi technique. Il faut pouvoir improviser ce qu'on appelle les IED, donc les Improvised Explosive Device. Donc ça a fait des ravages, on le sait en Irak notamment. Malheureusement, comme je vous disais, grâce à internet, grâce à l'accès à l'information, n'importe qui, via le dark web, peut se former à, le maniement des armes ou le maniement d'explosifs et ça, en contrepartie, bah, dans le monde réel, pas sur internet, ce sont des morts. Ensuite, il faut comprendre les liens masqués. Dans chaque réseau, il y a des structures qui sont visibles et des structures invisibles. On vous dit toujours, on ne voit que la partie immergée de l'iceberg. En effet, en effet, ce qui est occulté sera très souvent beaucoup plus important que la partie visible de l'iceberg. C'est tout ce qui se passe en dessous. On sait très bien, le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à Internet, c'est on parle du dark web. Dark web, darknet, tous ces mots à la con qu'utilisent les journalistes sans rien comprendre. Tout ça, en fait, c'est quoi? C'est la partie qui n'est non indexé par les crawlers, par les spiders des GAFAM. Donc en gros, c'est une partie d'internet qui n'est pas archivée par les moteurs de recherche classiques. Mais on sait que cette partie-là, comparée aux milliards déjà de requêtes que vous pouvez faire sur Google, eh ben, elle est beaucoup plus conséquente. C'est un espace qui est beaucoup plus vaste que tous les sites que vous offre le World Wide Web. Donc on se rend compte bien que au quotidien, le Pékin moyen, la personne lambda sur internet n'utilise que une partie et même pas un tiers d'internet. La reste, tout ce qui n'est pas archivé, qui n'est pas indexé, tout ça, ce qu'on appelle le dark web, eh ben, c'est l'autre partie. Et elle est beaucoup plus conséquente, beaucoup plus profonde. Et c'est des réseaux, c'est des sous-réseaux. Donc il faut comprendre aussi tous ces mécanismes et pouvoir les analyser et comment dire, les pénétrer. Donc il faut faire aussi de la prédiction. On sait qu'un adversaire, si on le connaît bien, à terme, il va prendre de la puissance, du pouvoir et il va s'accroître. Maintenant, il faut faire des prédictions. Je vous dis toujours, ayez une longueur d'avance sur votre ennemi. Pour pouvoir savoir ce qu'il va faire, il faut se mettre dans sa peau, il faut penser comme lui. Et donc ça, c'est tout ce qui est prédictif, analyse prédictive. Allez, on part dans la science-fiction, qui n'en est vraiment plus. Partons sur Hollywood. Bah, c'est quoi l'analyse prédictive? Ah, c'est Minority Report. Minority Report, c'est exactement ça. On connaît un individu tellement bien que à l'avance, on peut prévoir ses modes de pensée, les actions qu'il fera plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on appelle tout l'analyse prédictive et ça passe par le big data. Comprendre aussi l'importance des réseaux, comment ils sont structurés, comment ils fonctionnent et voir quels sont les points de force
les points de convergence, les points de faiblesse, les maillons faibles qu'on pourra peut-être exploiter ou retourner, comme on dit dans le renseignement. Ensuite, il va falloir identifier toutes les sources, tous les terroristes potentiels parmi des listes de membres qu'on aura récupérées par Internet via du renseignement. Est-ce que la personne côtoie des terroristes, mais elle ne fait pas partie d'un groupe terroriste? Est-ce que la personne côtoie des terroristes et associée à ces terroristes? Puisque sur des principes en termes d'idéaux, de vision philosophique, ou d'idées, ils partagent également cette vision des terroristes ou, le pire des cas, en effet, il fait partie du groupe des terroristes. Donc encore une fois, quand on doit juger tout ça, il va falloir savoir si, est-ce que la personne les héberge juste? Est-ce que la personne est en relation avec eux parce que ce sont des liens, par exemple, familiaux ou amicaux? Est-ce que la personne, a les mêmes idéaux fondamentalistes, rigoristes, si on parle d'islam, ou cette personne est bien un des membres du réseau dormant? Donc tout ça, il va falloir analyser et comprendre tout ça. Comprendre aussi tout ce qui est email, courriel. Bien sûr, ça passe par la détection des, mails qui sont, «bizarres» entre guillemets, qui peuvent, prêter attention, qui peuvent interpeller. Parce qu'il y a des mots-clés, on va faire une analyse par mots-clés et on va se rendre compte que, il y a des mots qui sont récurrents, qui se répètent et on va les analyser et on sait tous qu'on a, des petits tics, des petits tocs, on a des petites expressions. Moi-même, là, quand je fais mes vidéos sur internet, j'ai des tocs, des tics, je répète des choses, j'ai une signature, en fait, et on va essayer de trouver ces signatures pour les corréler et les attribuer à des individus précis. Ensuite, il y a la partie tout bioterrorisme. On est en plein dedans, on va parler du covid, tout ce qui est bioterrorisme. Alors malheureusement, ça peut être un virus qui s'échappe d'un laboratoire P4 créé par la France, ou ça peut être en effet un agent biologique, une menace biologique ou bactériologique. Donc il va falloir connaître tous ces agents biologiques. C'est ce qu'on appelle la biowarfare en fait, hein, qui est une section, une discipline bien précise dans le domaine militaire. Et il va falloir également traiter la partie, immergée de l'iceberg, c'est-à-dire le dark web. Donc comment on peut collecter des informations du dark web et les traiter et en extraire, des informations qui sont pertinentes? Puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la plupart des groupes terroristes, malheureusement, comme les groupes pédophiles, sont sur le dark web. Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Il y a le contrôle aussi malheureusement des frontières. Donc ça, c'est pour chaque pays, c'est s'assurer de l'intégrité de son territoire et ça passe par le contrôle des frontières. Et il faut récupérer aussi tout ce qui est appels. Donc les appels, il y a les fadettes, donc qui sont en gros des données, des métadonnées. À chaque fois que vous appelez, on a l'heure à laquelle vous avez appelé, qui vous avez appelé, où, quand, parce qu'on arrive par triangulation via le GPS à récupérer toutes vos métadonnées, votre géolocalisation et plus concrètement ce qu'on appelle les CDR, c'est les Call Detail Records. Tous les enregistrements détaillés de votre appel, les fadettes, grosso modo. Et aussi le big data, ça permet, par exemple à excusez-moi, je vois que ce que je vous mets en vidéo n'a plus rien à voir avec ce que je vous dis. Ça, c'est les pubs, YouTube, c'est super sympa. Pardon, c'est aussi le web, ce qu'on appelle en anglais le web sentiment mining. C'est en gros savoir ce qui se passe. Là, je vois une vieille dame au bord de la plage, je me dis qu'elle est détendue, elle regarde la mer, elle s'interroge, elle a eu une longue vie, elle a pas l'air dépressive, elle est bien, elle regarde les oiseaux, la mer, la plage. Donc, grâce à ces informations, je vais pouvoir me faire une image objective, de mon sujet, de mes adversaires. Donc tout ça, ça va me permettre je vais voir les posts de résistance sur internet, les voix dissidentes. Heu, Après, soit je peux les infiltrer, faire ce qu'on appelle de l'opposition contrôlée, en contre-intelligence et je vais me faire passer pour, un vert, un gars de l'extrême droite, de l'extrême gauche
et je vais infiltrer via internet notamment ou dans la vraie vie, des groupes, des groupuscules pour mieux les appréhender, les comprendre et faire du renseignement opérationnel, savoir comment ils fonctionnent, quelles sont leurs finalités. Ensuite, la dernière le dernier objectif, si je puis me permettre, ce sont comprendre les nouvelles tendances. Comme je vous ai dit, les groupes et les structures, les organisations terroristes s'adaptent au fil du temps et au fil des technologies. Donc, il va falloir toujours garder cette longueur d'avance, pardon, pour comprendre quelles sont leurs motivations et quels sont leurs moyens d'action. Voilà. Passons à l'organisation. Donc là, je vous fais une introduction. On ne va pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais il y a une partie modélisation. C'est très important et il faut créer donc des modèles sur le terrorisme, des modèles théoriques et des modèles informationnels. Pour ce faire, on a des outils, des techniques et on va voir donc comment on peut utiliser des techniques de contre-terrorisme et d'intelligence en source ouverte pour pouvoir essayer de contrer nos adversaires. On verra des cas d'études et on verra comment, grâce à l'informatique, on peut parfois résoudre des problèmes qui sont complexes. Un exemple, euh, vous avez peut-être entendu parler de Stuxnet, donc ce fameux virus qui a pris le contrôle via la NSA et puis le Mossad, pas se voiler la face. Clairement, l'Iran posait problème au niveau de son programme d'enrichissement de l'uranium et plutôt qu'aller bombarder via des chasseurs bombardiers, des chasseurs d'attaque, la base de Natanz avec son enrichissement, on a préféré pirater, introduire une backdoor et prendre le contrôle du pupitrage, de la gestion des centrifugeuses qui enrichissent pardon l'uranium ou le césium pour créer une bombe, une arme soit atomique, soit thermonucléaire, je sais pas comment on dit, excusez-moi là, j'ai un blanc, mais en gros, on a pu atténuer la menace de l'Iran en utilisant une cyberattaque. Et on voit que ça a été beaucoup plus efficace, que c'est très dur de relier. On sait qu'on a des suppositions que ce sont les États-Unis et Israël qui ont fait ça, mais on n'a aucune preuve, puisque toujours dans une cyberattaque, on peut faire de l'obfuscation et coder par exemple son code source en chinois alors qu'on est anglais. Et dans ce cas-là, bien sûr, ça va orienter les enquêteurs sur une piste chinoise, alors que les malfaiteurs seront de nature anglo-saxonne. Voilà, une petite idée comme ça. Donc on voit bien l'application du cyberespace et comment le cyberespace est une composante qui rentre de plus en plus avec le monde réel, l'IRL, in real life, comme disent les Anglais. Mais c'est vrai, maintenant on ne peut plus dissocier le cyberespace de l'espace. C'est l'armée américaine a bien compris ça. Et c'est pour ça que il y a comment dire une fusion entre l'espace et le cyberespace. Il y a vraiment une fusion entre le cyberespace et l'espace. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Donc on va parler brièvement des modèles. Donc les groupes terroristes opèrent généralement sans référence au niveau des frontières internationales. Peu importe le pays, il y aura toujours des opérations terroristes à différents niveaux. Le but, c'est de stopper toutes ces attaques. Malheureusement, ça peut se révéler très compliqué dans certaines régions, certaines routes où se trouvent les dits terroristes. En effet, il faut avoir une, comment dire, une mainmise sur le territoire, connaître la langue, connaître la civilisation, pouvoir exploiter des sources qui vont nous renseigner et pouvoir comprendre la langue aussi. C'est pour ça que je vous disais, c'est bien tous les moyens informatiques, les LINT, le SIGINT et j'en passais des meilleurs, tout le recueil d'informations électriques, électroniques, électromagnétiques, c'est parfait. Mais si on n'a pas des agents sur le terrain qui parlent la langue, qui se fondent dans le décor, finalement, ça nous servira à rien. Et ça, c'est les plus grandes leçons qu'ont tiré en fait les services de renseignement ces derniers temps, avec toutes les attaques terroristes qu'on a pu avoir sur notre sol, en Europe ou à l'étranger.
Donc il faut comprendre ces modèles et comprendre que maintenant la menace terroriste, elle est transnationale et comprendre leur motivation et parfois c'est une motivation, comment dire? Qui est, «unanime» entre guillemets. Il y a eu une fatwa et donc comme à la guerre, à l'époque des croisades, on part, dans une guerre de religion où on va tuer tous les mécréants, assassiner un maximum de personnes et mourir en martyr, où, il peut y avoir des vues, des objectifs de groupes terroristes, qui sont, moins évidents. On a des menaces, par exemple, de bioterrorisme ou d'écolo-terrorisme, où on peut avoir aussi des groupes terroristes, heu, de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite. Et en plus, heu, on sait que les attentats terroristes pendant une vingtaine d'années, ça représente quasiment 28. Les groupes terroristes à objectif religieux. Malheureusement, en termes de décès, de morts, de dégâts causés, ça représente plus de 58. C'est-à-dire qu'en gros, un tiers des terroristes créent 50 des dégâts et tout cela, ce sont, des groupes terroristes, qui sont impliqués en termes religieux. Le reste, c'est d'autres groupes d'extrême gauche, d'extrême droite et eux représentent l'autre moitié. Donc en gros, on est sur un tiers qui crée la moitié des dégâts et 2 tiers qui créent l'autre moitié des dégâts en termes de pertes collatérales, de morts ou de destruction de de structures, d'infrastructures. Donc tout ça, c'est important, comprendre, l'impact aussi dans nos sociétés modernes sur le renseignement et sur, les futures évolutions du terrorisme. Hem, de quoi je veux pouvoir vous parler maintenant? Maintenant, je vais vous parler, bah, des outils, des techniques. Donc en criminologie, on fait du profiling. Profiling, c'est-à-dire on va rentrer dans la tête de la personne, essayer de comprendre ses motivations. À chaque fois, le but, c'est de savoir ce qui se passe. C'est le but ultime. Comprendre ce qui se passe, faire du renseignement, profiler. Que ça soit géographiquement, comprendre les zones de tension, les signaux faibles, les signaux forts qui nous parviennent et savoir comment on va pouvoir opérer pour pouvoir, désengager, désamorcer tout ce qui se passe et les zones de tension. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des patterns, en criminalistique. Les patterns, ce sont, comment dire? Des marques récurrentes, des curseurs qui vont nous permettre d'analyser, de comprendre, comment, les criminels fonctionnent ou les groupes terroristes, comment l'activité criminelle se structure. Donc on a des analyses du renseignement qui essayent de trouver des terroristes qui sont planqués, bah, dans des endroits, généralement, à l'abri et aux yeux de tous, puisqu'ils cherchent pas à se cacher, puisqu'ils se fondent dans la masse et il y a ce principe dans le djihad que, on peut se camoufler en fait. On va se servir, se faire passer pour un civil alors qu'on mène le djihad. Et donc ça, c'est une technique d'offuscation. C'est en gros, on va se faire passer pour le Pékin moyen, alors que malheureusement, on prépare, des attentats. Donc ça complique en fait, heu, le traitement des informations et le recueil d'informations et la détection en fait, des cibles. Donc c'est des techniques d'obfuscation où le principe, c'est par exemple en Irak, mais c'était déjà le cas au Vietnam, il y a la convention de Genève qui dit que toute force armée doit opérer, heu, avec un uniforme et à partir de là, on passe à une guerre dite symétrique. Ça, c'était les anciens conflits jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et on passe à des conflits qui sont dits asymétriques, puisque les moyens utilisés par la partie adverse ne sont plus les mêmes tant en termes technologiques que en termes de techniques pour, contrer ça. Donc que ça soit en guerre de guérilla ou de contre-guérilla. Forcément, si vous vous fondez dans les civils, vous ne portez plus l'uniforme Viet Minh ou l'uniforme de l'armée régulière d'un pays, et ben, vous allez pouvoir engager des actions de guérilla, de contre-guérilla, heu en ne respectant pas malheureusement les conventions et vous voyez bien que ça complique le travail de l'armée régulière,
ou des PMC, des corporations, de police militaire, de toutes ces unités de mercenaires, en fait, privées, qui prennent de plus en plus le relais sur les forces conventionnelles. On le voit avec toutes les histoires qu'il y a eu, BlackRock, Wagner, tous ces mercenaires payés par les États-Unis, par la Russie, qui malheureusement ont fait un carnage en termes civils, que ça soit en Irak ou sur d'autres conflits, parce que malheureusement, on est sur des guerres asymétriques. Et donc, l'erreur est de plus en plus courante, surtout quand les terroristes, surtout quand les forces armées se fondent dans des populations civiles. Ça devient très compliqué. D'où l'intérêt d'avoir des outils, des techniques en termes technologiques, pour pouvoir raffiner l'information, pour pouvoir comprendre qui fait quoi. En effet, si j'ai un drone qui survole une région, un champ de bataille, et qui me donne des informations en temps réel, je vais pouvoir, heure après heure, jour par jour, pouvoir comprendre qui fait quoi, analyser les différents individus, les répertorier et maintenant avec les moyens de détection thermo-optique, on peut, avoir des détails hallucinants, à partir de dizaines de milliers de kilomètres, que ça soit à partir des satellites qui ont des moyens, optroniques phénoménaux ou à partir d'avions ou à partir de drones qui, pareil, ont toutes les caméras, que ça soit infrarouge, dans tout le spectre, pour pouvoir surveiller de jour comme de nuit et savoir qui fait quoi. Et c'est là qu'on va voir malheureusement que certains civils, qu'on pensait civils, vont placer des armes dans des caches d'armes pour, les insurgés ou placer des IUD sur des lieux d'attaque et attendre que malheureusement des forces régulières des États-Unis ou des Français chez nous passent des convois et pour faire détonner les IED et causer un maximum de victimes. Donc ça, l'avantage aérien, comme je vous ai dit, le but, c'est d'avoir, la dominance, heu, en termes, d'altitude. Toujours avoir le point culminant. C'est une doctrine dans l'armée américaine, toujours dominer le plus haut point. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus haut point à dominer, c'est l'espace. Donc à partir de le désert, si vous avez une domination aérienne sur votre adversaire, c'est le cas dans des conflits asymétriques comme l'Afghanistan, comme l'Iran et j'en passe d'autres, on voit bien qu'une fois que, les avions de l'ennemi, les chasseurs sont détruits, sont au tapis, bien sûr, grâce à la composante air, on va pouvoir appuyer, des éléments au sol et leur donner des informations pertinentes, pouvoir également les protéger. Donc tout ça, il faut bien comprendre que la technologie doit être au service du renseignement, de l'intelligence et de la protection de nos forces alliées sur le champ de bataille. Donc, on essaye tout le temps de garder, bien sûr une avance et c'est des sujets qui sont pas traités parce que on veut un maximum de furtivité. Le but, c'est qu'on n'en parle pas et il n'y a même pas de débat possible, en fait, dans la société civile. C'est le complexe militaro-industriel qui donne ses règles, qui vend ses armes et on se sert de la technologie pour parvenir à nos fins et finalement, les civils, ils ont pas leur mot à dire. C'est pour ça que tout est secret, top secret et et ce sont des équipements qui sont parfois des black projects. Donc pareil, on ne sait pas trop ce que vole le Congrès, le Sénat aux États-Unis. Ils payent pour des programmes qui portent des noms qui n'ont rien à voir avec les technologies qui sont étudiées, qui vont être mises en place sur le champ de bataille. Le but, on en revient à l'obfuscation, c'est couvrir un maximum les activités, des agences de renseignement et militaires et c'est normal. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés, comme disait ma grand-mère. Donc tout ça, ça demande un degré d'optimisation, de perfection, d'organisation et d'être effectif au maximum en tant, que, d'analyse des groupes terroristes, mais aussi en tant qu'individu, une fois qu'on est confronté sur le terrain à ces groupes terroristes. Et donc on voit bien que tout est corrélé, les actions sur le terrain, le traitement de l'information dans le cyberespace et après comment cette information peut être traitée par des réseaux de neurones, par de l'intelligence artificielle,
par des technologies, des outils qui vont permettre à des systèmes d'armes, à des systèmes de renseignement d'évaluer les menaces en temps réel et de trouver des parades. Donc ça demande un haut niveau de complexité. Et c'est pour ça que dans les renseignements, j'en fais pas partie. Et comme on dit dans le renseignement, ceux qui en parlent n'en font pas partie, ceux qui n'en parlent pas le sont. Donc, moi, je fais pas partie du renseignement, mais je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Voilà, j'en dis pas plus. Et j'ai pas mal de bouquins parce que ça me fascine depuis que je suis tout petit. Donc, on voit bien qu'il faut des réseaux structurés pour pouvoir lutter contre d'autres réseaux qui sont de plus en plus structurés. Et comme je vous disais, on a vu l'évolution du terrorisme. On passe par quelque chose de totalement désorganisé, anarchique, euh, à une guerre qui devient de plus en plus sophistiquée. Et la technologie qu'on retrouve dans le secteur militaire passe dans cette guerre asymétrique. Et malheureusement, les groupes terroristes, les groupes d'insurgés utilisent également à leur avantage les nouvelles technologies pour pouvoir faire des attaques ou du renseignement de plus en plus sophistiqué ou pour se prémunir des techniques de data mining de renseignement. Donc ça évolue. De toute façon, dans la guerre, depuis la nuit des temps, puisque l'homme est trop con et adore se faire la guerre et s'entretuer, tout ça financé par les banquiers, excusez-moi, c'est sorti tout seul, l'homme est très intelligent pour s'entretuer. Et ça a toujours été, peu importe les époques, une parade contre parade, mesure contre mesure, à chaque fois. Donc le but, c'est de toujours avoir un avantage sur son adversaire. Donc tout ça, ça passe aussi par le cyberespace, par des algorithmes et par des modèles qui sont performants, qui vont pouvoir modéliser les menaces. C'est ce qu'on appelle du threat intel, de l'intelligence de menace. On va pouvoir prévoir à l'avance et comprendre au moins les motivations de nos cibles. Tout ça, je vous parlais également du bioterrorisme. En effet, aujourd'hui, malheureusement, euh, en termes de coûts, c'est beaucoup plus facile de motiver des troupes et d'avoir des agents qui travaillent sur un gaz innervant, sur des agents biologiques, sur des menaces biologiques, sur des armes bactériologiques, que essayer de développer comme l'Iran, par exemple, ou la Corée du Nord, des programmes nucléaires. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins cher. Et quand on voit la menace que peut laisser planer des agents biologiques ou bactériologiques, c'est le meilleur cas, c'est le Covid. Voir comment malheureusement ça, par erreur aussi, par non-gestion de nos élites, ça c'est un autre problème de fond, mais comment ça peut engluer et détruire l'économie réelle et complètement désolidariser et stopper l'économie globale, on voit comment, malheureusement, bien sûr, dans un futur proche, le bioterrorisme va devenir une composante majeure dans les groupes terroristes, puisqu'ils savent très bien qu'on peut faire, si vous me permettez, je vais rester très trivial, on peut foutre un maximum de bordel grâce à une menace bactériologique ou biologique. Donc, malheureusement, pour les terroristes, c'est tout bénef. En gros, on traite certaines cibles, certains sujets, comme le djihadisme, qui malheureusement devient de plus en plus informatisé, et, euh, et voir un petit peu comment justement tous ces groupes terroristes peuvent à la fois œuvrer euh, sur le champ de bataille et aussi dans le cyberespace. Ça inclut tous les sites web, les forums, les chatrooms, les blogs, les réseaux sociaux, les vidéos, les mondes virtuels, puisque ils savent maintenant que pour se cacher des agences de renseignement, ils utilisent toutes ces composantes pour pouvoir communiquer librement. Dernièrement, le meilleur exemple, c'était un réseau djihadiste qui utilisait le chat interne des PlayStation pour pouvoir communiquer. Et bien sûr, ça demande de plus en plus de humint, d'intelligence humaine, puisqu'il faut des agents pour analyser aussi tout ce que nous donne le big data.
tout ce qu'on sniffe sur les réseaux, tout ce qu'on capte comme données, tout ce qui est intercepté, il faut que ça soit ensuite analysé pas par du virtuel, pas par de l'informatique, par de l'intelligence artificielle. Il faut bien une personne humaine pour, heu raffiner et c'est le dernier échelon. Pour l'instant, c'est pas l'intelligence artificielle qui guide les prérogatives. Il y a toujours le facteur humain qui reste primordial. Donc comme je vous disais, les CDR, donc les fadettes, niveau téléphone, c'est peanuts, c'est cadeau. Toutes les polices, les agences de renseignement dans le monde, se servent des réseaux mobiles, soit pour, faire du renseignement passif, soit du renseignement actif sur les cibles. C'est pour ça qu'on est passé dans une société de surveillance de masse. Que vous le vouliez ou non, que vous utilisiez Tor, un VPN, ou que vous surfiez en clair sur Internet, pour les agences de renseignement, ça ne change strictement rien. S'ils veulent mettre la main sur vous, ils le feront. C'est qu'une question de temps, qu'une question de moyens. Un exemple, Turquie 2007, il y a un camion qui explose. On pense que c'est une organisation terroriste qui fait ça en représailles à l'emprisonnement de plusieurs leaders d'une cellule terroriste turque. Et on découvre que les arsonistes, donc les artificiers qui ont mis ça en place, en fait, communiquer entre eux via des réseaux téléphoniques. Grâce aux réseaux téléphoniques, on a pu recouper les informations et remonter à la source, savoir que c'était bien ces artificiers qui avaient créé, permis en tout cas, du moins, cet attentat. Donc on voit bien la puissance de tout ce qui est téléphonie. Et aussi, comme je vous disais, maintenant, en fait, il y a plus de bordure, il y a plus de frontières. L'intelligence, elle est omniprésente, omnisciente, omnipotente. C'est l'œil. L'œil voit tout, l'œil sait tout. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que les agences de renseignement s'appellent les eyes, les yeux. Parce que œil voit tout, œil sait tout. Et donc c'est sans limite. Et c'est la guerre, ce qu'on appelle la guerre hors limite. La guerre hors limite, c'est à la fois en termes de terrorisme et c'est un concept qui a été développé en fait par les Chinois. Et comprendre que dans une guerre asymétrique, en fait, l'adversaire va essayer d'utiliser tous les moyens technologiques à sa disposition pour parvenir à ses fins. C'est pour ça qu'on parle de guerre hors limite. Et hors limite, parce qu'on parle en termes aussi spatial. Comme je vous disais, il y a les 5 composantes. La 5D, c'est tant l'espace, le cyberespace, que la mer, sous la mer, que sur Terre, que dans les airs. Donc c'est hors limite. Il y a plus de limite sur le champ de bataille. Et comme je vous disais, il y a même une 6e composante, c'est la guerre de l'information, de la propagande de guerre. Donc ça aussi, on pourrait l'inclure dans le cyberespace. Mais on voit bien que les États occidentaux doivent s'unifier pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et malheureusement, il n'y a plus de limites. Plus de limites en termes de frontières. Ça peut se passer n'importe où dans le monde. Et ça peut être créé par divers contextes, ça peut être de la migration illégale, ça peut être des crimes au niveau des frontières, ça peut être des groupes terroristes, ça peut être des pirates comme en Somalie, qui essayent d'aborder et de récupérer des badauds. Ça peut être donc diverses menaces qu'il va falloir qualifier, quantifier, analyser, trier et comprendre. Et le cyberespace, parce que c'est, comme je vous disais, une autre composante, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais en même temps, on est, un peu à l'apogée, du monde et la technologie aujourd'hui nous permet de récupérer, de capter énormément d'informations en fait, qui peuvent être, intéressantes et qui peuvent être exploitables. Et malheureusement, parfois, on sait très bien, il y a des techniques d'offuscation qui sont utilisées par, les groupes adverses. Et donc il va falloir trouver des techniques pour encoder, pour décoder tous les messages, puisque malheureusement, aujourd'hui, on utilise, les groupes terroristes utilisent eux aussi des techniques qui permettent de masquer leurs traces. Donc tout ça, c'est faire du mining, du data mining via le web. On verra plus tard comment ça s'effectue.
explorer l'évolution des groupes terroristes, donc ça, je vous ai dit. Il faut comprendre, rentrer dans la tête des gens et savoir quelles sont leurs motivations. Et enfin, comprendre les perspectives. Quel est le but de la technologie? La technologie doit être au profit de l'intelligence, de l'homme, et ça doit pas être l'inverse. Alors maintenant, en termes militaires, on veut placer peut-être l'intelligence artificielle au au sommet, en fait, du commandement. Et dans la chaîne de commandement, pour l'instant, la plupart des armées ou du renseignement utilisent l'intelligence artificielle, comme un appui, une aide, un soutien. Mais, on le voit de plus en plus avec les systèmes autonomes, les drones, on va les armer et malheureusement, s'ils sont gérés par l'intelligence artificielle, ça va chambouler, les possibilités en termes, de guerre et les possibilités en termes, de complexification, et d'analyse des menaces. En effet, comment une intelligence artificielle va pouvoir comprendre qu'une petite fille avec une Kalachnikov en plastique qui se balade dans les rues de Kaboul, c'est juste une petite fille qui a eu un cadeau pour Noël, c'est une Kalachnikov en plastique et que ce n'est pas un insurgé, ce n'est pas un enfant soldat. Comment le robot va pouvoir comprendre via ses algorithmes qu'il faut pas tuer la petite fille puisque son arme est factice. Donc ça pose des problèmes d'éthique, des problèmes de déontologie, ça pose des problèmes au niveau de la convention de Genève, parce qu'il va falloir changer la législation et ce qu'on appelle les ROE, les Rules of Engagement, les règles d'engagement. C'est ce qu'on apprend dans l'armée. Avant d'ouvrir le feu, il faut respecter certaines règles. On tire pas, on n'est pas des cow-boys et on balance la sauce. Ça se passe que comme ça dans les films d'Hollywood. La vraie guerre, on n'opère pas comme ça. On a des règles d'engagement qu'il faut respecter. Et il y a tout aussi le problème humanitaire. Toutes les pertes collatérales, toutes les populations déportées, tous les gens qui vont souffrir du théâtre d'opération. Sur le théâtre d'opération, il va falloir en prendre soin. Il va falloir les exfiltrer. Il va falloir sécuriser leurs personnes, les soigner, les nourrir. Donc il faut penser aussi côté civil. Malheureusement, toute action armée a des conséquences et parfois ce sont des pertes très souvent collatérales. Donc je vais terminer mon introduction là-dessus, mais comprendre que malheureusement le terrorisme aujourd'hui c'est une composante qui présente de différents modèles qu'il va falloir analyser via différentes techniques et comprendre comment le renseignement doit s'adapter et le contre-terrorisme à cette nouvelle menace qui est une menace d'ampleur, qui est une menace sans limite, hors limite. C'est une nouvelle guerre et on peut à la fois trouver des composantes à l'ancienne, entre guillemets, de guérilla, mais on trouve aussi des nouvelles composantes puisque maintenant on sait que le cyberespace peut être vecteur d'attaque et on peut prendre le contrôle via des APT, les OIV, où on peut récupérer des systèmes d'information qui vont gérer des barrages, des centrales nucléaires, et j'en passais des meilleurs. Et si jamais ça, c'est contrôlé par la partie adverse, on sait très bien les dégâts que ça peut créer sur la société. Je vous dis à très bientôt, kiffez bien, ciao ciao.